je suis de retour plus que prête à tenir les taureaux par les cornes. Pour vous dire la vérité, le business dont je vais vous parler ici, j'ai longtemps hésité, énormément hésité à m'y lancer parce que ça reste la garde chassée des gros noms dans ce monde, entre autres Bill Gates. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Mais la retraite spirituelle que j'ai eue m'a donné les réponses à mes questions. Et comme je n'aime pas avoir peur de faire quelque chose, j'ai tendance à confronter mes peurs. Donc, on va entrer dans le vif du sujet dans quelques secondes. Mais entre-temps, avant qu'on ne parle des vraies choses, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, smashez, écrasez le bouton ça pour avoir du contenu de qualité comme celui-ci. Entre-temps, après le jingle, je vous expliquerai pas à pas ce dans quoi je vais me lancer, pourquoi je vais le faire, malgré le fait qu'il y a des requins dans cet océan. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors on va sauter dans le vif du sujet parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue, mais je veux également être assez générale en essayant d'aller chercher des détails afin que tout le monde puisse suivre ce que je vais dire. Donc pour comprendre ce dans quoi je me lance, parce que c'est un business à haut risque. Quand je dis à haut risque, c'est-à-dire c'est un business où si je ne fais pas attention, je suis sûre que je serai même sujette aux intimidations, aux menaces, aux diffamations. Ça, je m'y attends parce que c'est vraiment un sujet très important. Mais je me suis dit, si aucun Africain n'a le courage de le faire et n'a pas le courage de se lancer dans ce milieu, on est tous foutus. Pour comprendre exactement dans quoi je m'engage, je vais vous mettre dans un scénario très précis. Disons que Arnold est un fermier africain qui veut se lancer dans la culture du maïs. Pour ce faire, il y a certains prérequis. La première des choses, c'est bien sûr d'avoir un terrain. La deuxième des choses, c'est d'avoir le matériel, justement, pour planter son maïs. Et la troisième des choses, c'est d'avoir des semences. Et pour avoir ces semences-là, il devra se les procurer auprès d'une multinationale. Je n'ai pas de problème avec cette approche si les graines payées des multinationales respectent certaines règles très simples. De 1, elles doivent être reproductibles. En d'autres mots, être capables de se reproduire de génération en génération. C'est-à-dire, un épi de maïs peut servir justement à produire d'autres générations de maïs. Donc de 1, il y a un facteur de reproductivité qu'on cherche, mais de 2, on cherche des graines saines. En d'autres mots, des graines qui ont le même niveau de minéraux ou de vitamines que les graines normales ou les graines naturelles. Le problème avec les graines obtenues des multinationales, c'est qu'ils vendent des semences génétiquement modifiées. Le problème quand on joue avec la nature, et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire, le modèle occidental est bien jusqu'à un niveau. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'objectif durable derrière, attention, il faut poser. Et quand je parle de poser, je parle clairement du type de semences hybrides que ces compagnies multinationales fabriquent. Ce sont des semences stériles. Et vous vous rendez compte que quand on parle de stérilité, il y a opposition avec ce que la nature crée naturellement. Et ça, c'est même pas la pire des choses. Parce que vous pouvez vous dire que, bon, ok, plus ou moins, ce sont des choses qui se font en Occident. En Afrique, encore, on a des variétés reproductibles. On n'a pas vraiment le type hybride ou GMO. Attention, hein. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous faire découvrir. Je pense qu'il y a tellement de détails qu'on ne connaît pas. On se dit que, peut-être qu'on n'a pas de grosses réglementations, on se dit que certains groupes qui bataillent derrière ne font rien en Afrique et vous serez surpris de ce qu'ils font en Afrique. Donc ce qu'il faut comprendre à propos de ces multinationales, c'est qu'il y a 5 multinationales qui contrôlent plus de la moitié du business sémencier dans le monde.
Et oui, c'est très réglementé en Occident, mais je vous dirai exactement ce qui se passe en Afrique. Bon, si on rentre dans les détails de ces 5 business, le premier, c'est Bayer, qui est une compagnie allemande, qui, beaucoup ne réalisent pas, possède Monsanto, qui est supposément une compagnie américaine, et ça l'est, parce qu'elle est basée ici aux États-Unis. Suivi, bien sûr, de Syngenta, en Suisse, DuPont Pioneer, ici aux États-Unis, et en 5e position, on a la compagnie française Limagrain. En d'autres mots, le top 5 sont les suivants. Aux États-Unis, on a Monsanto, qui en fait est détenu par Bayer. On a DuPont Pioneer. Du côté de la France, on a Limagrain. Du côté de l'Allemagne, Bayer. Et du côté de la Suisse, Syngenta. Rappelez-vous ces noms. Beaucoup de personnes gardent en tête Monsanto, mais chacune de ces multinationales a des ramifications et des tentacules qui dépassent leur juridiction légale. Maintenant, si on revient du côté de Bill Gates, parce que beaucoup vont se demander qu'est-ce que Bill Gates a à voir avec Monsanto, je vous dirais pratiquement tout. Pour ceux qui ne le savent pas, il a massivement investi dans la compagnie. Il a eu à y mettre des dizaines de millions de dollars, un peu plus de 20 millions de dollars, voire même plus. Et on suspecte même que c'est bien plus que ce montant-là. Mais là, ça me dit, bon Stéphanie, tu as dit tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Vous savez, je me suis rendu compte que le business des semences, ça peut être un business qui vaut des milliards de dollars. Pas que ça peut, c'est un business qui vaut des milliards de dollars. Mais au-delà de l'argent, je pense qu'en tant qu'être humain, nous devons de nous assurer que le début du maillon alimentaire, parce que c'est là où tout commence. Comme j'aime bien le dire, la semence, c'est la vie. Que ce début-là soit contrôlé par des personnes éthiques qui n'ont pas à tout pris dans la tête la capitalisation ou l'industrialisation des choses. Oui, je peux comprendre que je vois déjà certains capitalistes venir avec leurs excuses. Je peux comprendre que ces semences génétiquement modifiées ont tendance à produire un peu plus de rendement, mais il a été prouvé, et merci à la ferme Songhai, il a été prouvé que même avec les variétés reproductibles, en d'autres mots, les semences anciennes, ce que nous, nos arrière-parents, les arrière-parents de nos arrière-arrière-parents, des arrière-arrière-parents utilisaient, peuvent donner le même rendement que ces semences génétiquement modifiées. Et malheureusement, c'est une information qu'on ne veut pas voir circuler. Parce que quand le capitaliste vient avec son modèle d'affaires et veut concourir à un certain marché parce qu'il croit, dur comme fer, que sa façon de faire et sa manière de faire, bien que ça aille à l'encontre de la nature, est la meilleure façon de faire. Et moi, je le dis toujours, le monde ne sera pas détruit par des personnes avec une idéologie bizarre. Le monde sera détruit parce que les bonnes personnes sont restées assises, ont regardé et n'ont rien fait. Donc pour moi, c'est un business dans lequel je vais me lancer. Donc je le rends officiel. C'est une grosse décision que j'ai prise. J'en ai parlé à ma famille et je ne vais pas vous mentir, beaucoup ont eu une grosse chair de poule et m'ont dit Stéphanie, tu peux faire autre chose. Et je leur ai dit clairement que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question également d'humanité. Et je pense que le système occidental et la manière de faire occidentale à certains niveaux a prouvé ses limites. Regardez le nombre de personnes qui ont des cancers ici, ça ne s'explique pas. C'est ridicule. Et moi, je suis une de ces personnes qui pensent que nous sommes ce que nous mangeons. Ce n'est pas un hasard. Parce que dans les années 50, 1950, quand ils ont commencé avec les affaires de révolution alimentaire, où on va tester scientifiquement, où on va croiser ceci, où on va rendre ce maïs plus productif, plus ceci. En fait, on se rend compte que, à un certain niveau, on a décidé de prendre la place de Dieu. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Bill Gates, et ça je le sais parce que plusieurs fois j'ai eu à assister à certains trucs de sa fondation Bill et Melinda Gates à l'ONU, ils ont leur idéologie et ça je la respecte. Mon seul problème c'est que il faut penser durable.
il faut penser long terme. Et quand on essaie d'arriver dans une région qui a plus de 20 000 ans d'histoire, et quand je dis 20 000, vous comprenez même que ce n'est rien dire. L'Africain est africain, ça fait plus de 100 000 ans. Mais que bizarrement, on n'a pas eu d'histoire de famine. Ça, c'était bien avant, bien sûr, la colonisation. On n'a jamais eu une histoire de famine dans toute l'histoire africaine du monde. Les maladies en question ont commencé justement avec l'arrivée des étrangers en Afrique. Il faut commencer à se poser la question, est-ce que le problème, ce n'est pas nous? Ces gens, à savoir nous, ces Africains ont eu un modèle qui a marché pendant des millénaires et qui continue à marcher aujourd'hui pour eux. Pourquoi est-ce qu'on veut leur imposer notre manière de faire les choses? Est-ce que c'est vraiment une idéologie ou est-ce que c'est une envie de conquérir un marché? Parce que vous, mes abonnés qui regardent cette vidéo, et je vous demande vraiment massivement de partager cette vidéo parce que c'est une vérité que beaucoup de gens ne connaissent pas. La semence, c'est la vie. Qui contrôle la semence contrôle la vie. Si donc on laisse ce contrôle aux multinationales, je vous ai donné le top 5, nous sommes foutus. Nous voyons tous les jours ce que leur idéologie crée dans ces pays occidentaux. Les Occidentaux, malheureusement, payent déjà le prix ici. À ce point, ne laissons pas cette idéologie s'installer définitivement en Afrique. Et je parle de définitivement parce que pour ceux qui ne le savent pas, The Bill and Gates Foundation a déjà des ramifications et des tentacules dans le système agricole en Afrique. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a une institution ici qu'on appelle le CAS, le Cornell for Alliance Science, qui est, disons, discrètement financée par la fondation que je viens de citer et qui pousse énormément pour l'utilisation des semences de GMO en Afrique. Il pousse énormément pour l'utilisation des pesticides en Afrique et il trouve que justement le problème de famine est dû à la production limitée que nos fermiers ont. Maintenant, si on rentre dans l'historique, pour savoir ce que quelqu'un va faire demain, regardez ce que la personne a fait hier. Très simple. Ils ont poussé le lobby, et quand je dis ils ont poussé, je parle des multinationales, un certain lobby en Inde, avec ce qu'ils ont appelé Green Revolution, India's Green Revolution, où ils promettaient des rendements à des prix pas possibles. Ils ont fait que les fermiers s'endettent pour pouvoir obtenir leurs graines ou leurs semences et les rendements promis n'ont pas suivi, ce qui malheureusement a conduit au suicide de plus de 20 000 fermiers en Inde. Et ça, je vous parle de compagnies justement qui ont promis la lune à un pays où ils ont plus ou moins poussé le lobby. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cet échec cuisant, ils ont essayé de couvrir les dégâts de ce qu'ils ont fait. Mais beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de militer en Afrique pour le faire. Je parle du CAS et ce qui est intéressant à savoir sur le CAS, c'est qu'ils offrent des bourses aux Africains afin que ces derniers quittent l'Afrique, viennent se former ici aux États-Unis, ils leur donnent leur idéologie et ces derniers rentrent en Afrique en pensant et en étant sûrs que c'est la façon de faire. Oh Africains, quand on nous dit connaissant notre histoire, quand on nous dit qu'on est le peuple le plus vieux sur cette terre et qu'il y a des méthodologies et des choses que nos ancêtres ont fait et qui fonctionnent toujours, c'est juste une question d'aller se ressourcer, c'est une question d'aller reconnecter avec ces anciens-là dans les villages, de prendre cette connaissance et de se rendre compte que le modèle africain fonctionne. C'est un modèle naturel, c'est un modèle biologique et ça fonctionne. Et je suis africaine. Donc c'est un business dans lequel je vais me lancer. Je sais que j'ai plus ou moins été longue, les idées ont été balancées un peu à gauche ou à droite, mais je pense que vous avez saisi plus ou moins l'idée générale derrière. Ces multinationales ne sont pas en Afrique parce qu'elles aiment l'Afrique. Elles sont là pour se faire l'argent. Et la preuve même, leur idéologie est tellement capitaliste que c'est ridicule. Ce que je ne vous ai pas dit sur les semences qu'ils font et qu'ils vendent, c'est que ils ont personnalisé ces semences au point où
Même pour utiliser des antibiotiques de ces semences-là, il faut payer leurs antibiotiques à eux. Il faut payer leurs pesticides à eux. Vous essayez d'utiliser d'autres pesticides sur le marché, ça ne va pas fonctionner. On appelle ça créer de la dépendance. Et c'est un modèle d'affaires qui oppose totalement mes valeurs d'Africaine, totalement mes valeurs de femme d'affaires africaine. En tant qu'Africaine, on essaye de respecter la nature, on essaye de balancer les choses parce que la nature n'est pas folle, elle était là avant nous, des millions d'années avant nous. Donc quand nous on arrive dans un milieu, au lieu de nous imposer en tant que maître et en tant que chef, à la tête de la pyramide et à la tête, comme on aime dire, là, une expression qu'on aime bien dire, on est à la tête de, on appelle encore ça comment, à la tête de la pyramide. C'est très important pour nous qui arrivons, quand on arrive, on observe comment les choses fonctionnent. Et si ça a fonctionné dans le passé, avec certaines techniques, ça peut également fonctionner aujourd'hui avec les mêmes techniques. La culture bio, la culture africaine, la culture ancienne a fait ses preuves sur des millénaires. Donc moi, je ne trouve pas normal que des compagnies qui ont 50 ans, qui ont 100 ans, qui ont 200 ans, des bébés, si je peux le dire, veulent s'imposer, ainsi que leur idéologie, dans nos pays. Et si vous êtes un membre de l'État qui suivez cette vidéo, je vous en supplie, si vous avez encore du cœur pour vos personnes, si vous avez encore du cœur pour votre population, pensez à vos enfants. Ne pensez même pas à nos enfants, nous. Pensez à vos enfants et aux enfants de vos enfants et le monde dans lequel vous allez les laisser. Est-ce que ça vaut la peine? C'est la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. Moi, je me lance dans ce business-là et je sais qu'il y a d'énormes risques, mais comme je l'ai dit avant, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Surtout que je ne crois plus au Père Noël et je ne crois plus à une force, je ne sais pas trop qui va venir nous sauver. Non, nous sommes les personnes qu'on attend. Nous sommes les sauveurs qu'on attend. Mais c'est vraiment dommage qu'on soit arrivé au point où l'argent est devenu tellement important qu'on est prêt à sacrifier la santé des êtres humains pour s'en mettre plus dans les poches. C'est dommage. Et c'est une idéologie à laquelle je ne crois pas. Je crois à la santé. Je crois à ce que moi, mes ancêtres faisaient. Et c'était prouvé à maintes reprises qu'ils ont bien fait, ils ont même trop bien fait. Et je pense qu'il est temps, avec certains acteurs sur le terrain, parce qu'il y a déjà certains rares acteurs, on n'est pas nombreux, hein, il y a certains rares acteurs sur le terrain qui essayent de faire un changement. Avec ces acteurs-là, le changement aura lieu. Pas peut avoir lieu, le changement aura lieu. Pensez à partager massivement cette vidéo. Le plus de personnes voient cette vidéo, le mieux c'est. Beaucoup ne savent même pas ce qui se passe dans le milieu agricole. Les gens pensent juste, oh, on prend n'importe quel grain, on prend n'importe quelle semence, on plante, ça pousse. Non. Il faut prendre des semences qui ont la vie. Il faut prendre des semences qui sont reproductibles. Il faut prendre des semences qui sont adaptées au terroir africain. Ou même, quand il parle de terroir africain, même dans le terroir africain, il y a encore d'autres terroirs. Okay? Donc, il faut penser à tout ça. Surtout, il faut penser durabilité. Et si un truc, franchement, dont le modèle occidental sur plusieurs plans n'a pas tenu compte, c'est vraiment de la durabilité. Et jusqu'à preuve du contraire, le modèle africain a prouvé qu'il est très cohérent avec ce qu'il fait, avec son idéologie, et il croit à la durabilité. Et s'il y a des choses à dire par rapport à ça, n'hésitez pas, partagez massivement cette vidéo parce que beaucoup ne savent même pas ce qui se passe dans le milieu agricole. Beaucoup mettent dans leur place à dire que même les sauces qu'on fait de chez nous, j'ai parlé du maïs, je peux parler de la tomate. Les sauces tomates qu'on fait, c'est désastreux. Est-ce que vous vous rendez même compte qu'aujourd'hui, on a des fruits sans graines? Mais c'est une aberration. On a des tomates sans graines. Vous avez des fruits, vous ouvrez le fruit, il n'y a pas de graines à l'intérieur. On mange de la nourriture vide en éléments, de la nourriture vide en vitamines. On mange de la nourriture morte. Et c'est quelque chose que malheureusement, ma conscience ne peut pas me laisser continuer à vivre. Comme ça, elle me dit, bon, j'ai quand même les moyens de bien nourrir ma famille. Et le reste des Africains, qu'est-ce qu'ils deviennent? Là est la question. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, ok? Peace out.